Vous écoutez Le Livre d'or, un balado qui vise à commémorer la fondation du groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec. On y discute de son histoire, de ses réalisations, mais aussi de l'état actuel de la recherche en sciences humaines et de son avenir. Fondé en 1982 par les professeurs Richard Giguère et Jacques Michon, le groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec, le GRELQ, s'intéresse aux gens et aux métiers du livre, à la situation du marché du livre ancien et contemporain, aux usages du livre, aux archives éditoriales. Je suis Maxime Bolduc, doctorant et auxiliaire de recherche au GRELQ. Je suis Caroline Boivin, doctorante et auxiliaire de recherche au GRELQ. Une fois par mois, on vous invite à découvrir la signature d'individus qui ont joué un rôle déterminant dans l'évolution ou les réalisations d'un groupe de recherche quarantenaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous rencontrons Geneviève Thibault pour aborder le devenir éditrice. Ancienne étudiante du programme en édition de Longueuil, Geneviève Thibault a travaillé 12 ans comme journaliste, puis a intégré la maison d'édition La Courte Échelle. Elle est aujourd'hui éditrice pour Le Cheval Doux, une maison d'édition littéraire indépendante qu'elle a fondée en 2014. Bonjour, Madame Thibault. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais donc nous lancer tout de suite dans le vif du sujet, là, puis vous demander là, quelle serait donc votre vision du travail éditorial au Cheval Doux. Donc, quelles sont vos valeurs, les préoccupations qui sont importantes pour vous en tant qu'éditrice? Bon, c'est un grand plaisir de commencer par cette question-là parce que, je vais comme d'abord décrire brièvement le mandat, la politique éditoriale du Cheval Doux. Le Cheval Doux est une maison d'édition littéraire, de littérature québécoise indépendante, donc qui existe depuis bientôt 8 ans. Alors, on va fêter notre 10e anniversaire bientôt. Alors, quand on parle de maison d'édition littéraire ou de maison d'édition indépendante, ça veut dire forcément et nécessairement qu'il y a une réflexion autour de ce que ça peut être un catalogue, une politique éditoriale, quel type de livre on veut développer. Et ça, on a forcément des idées de ce qu'on désire faire advenir ou mettre au monde, faire naître comme littérature et pourquoi on le fait. Donc ça, tout de suite, c'est une question plaisante pour moi. C'est ce qui fait aussi peut-être qu'on prend le risque de fonder une maison d'édition. Puis je pense que on peut dire prendre le risque sans fausse modestie parce que à partir du moment où il y a naissance, où il y a fondation d'une maison, de quelque forme d'entreprise culturelle ou politique que ce soit, c'est toujours quand même quelque chose qui est comme un vaste projet auquel on s'attend pas à toutes les conséquences ou les ramifications que ça peut représenter. Alors, je vous dirais que le Cheval Doux est arrivé tout simplement... le Cheval Doux, c'est la suite d'une aventure éditoriale qui a commencé à titre d'éditrice, qui était une employée ou une éditrice ou une directrice littéraire dans d'autres maisons d'édition indépendantes ou des grands groupes. Et à la suite de la faillite de La Courte Échelle, déjà, je pense, en 2013 ou en 2012, les éditeurs en place ou les éditrices en place là-bas, nous avons été congédiés parce qu'il fallait établir une succession, une vente de faillite, etc. Donc, nos postes ont été abolis. Et pour ça... ce qui s'est passé à ce moment-là, mais j'avais déjà, depuis quelques années, une vision éditoriale dans la tête, c'est-à-dire des envies sur ce que je voulais faire advenir dans l'horizon des littératures québécoises, qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et ça veut dire que j'avais commencé cet exercice-là avec la division éditoriale de La Mèche que j'avais fondée sous la gouverne d'Hélène de Rome à La Courte Échelle. Alors, une division éditoriale, là, c'est vraiment très différent d'une collection. C'est-à-dire qu'on a une relative indépendance dans le choix des titres qu'on va choisir. On donne une orientation, on donne une vision. Alors, déjà là, je m'ai théorisée pour un certain type de littérature que je voulais faire. Et c'est arrivé un peu comme un coup près. Quand la Courte Échelle a fait faillite, a été vendue, parce que c'était la Mèche était comme une petite chrysalide qui allait comme aller prendre son essor puis sortir, devenir papillon en quelque sorte, là. Il y avait déjà une douzaine de titres au catalogue, il y avait des titres comme ceux de Jean-Philippe Martel, Patrick Nicole, Élise Turcotte. Bon, il y avait toutes sortes de choses qui étaient très intéressantes, dont Sophie Bienvenue là-bas. Alors, il y a plein de monde dont je pense. Puis, je suis une femme.
une femme cis, hein? Donc, à ce moment-là, j'avais à peu près la trentaine et j'étais très effrayée par l'idée de... On se reporte, là, on est comme il y a presque 10 ans. Alors, c'est avant MeToo. Avant, il s'est passé tellement de choses dans la grève étudiante, la militance, tout ça, toutes sortes de changements générationnels et de cohortes dans le paysage des littératures québécoises. Donc, moi, à ce moment-là, il existait très peu d'éditrices. Il y avait ce mouvement historique de la génération X après les grands groupes éditoriaux avec des grands fonds comme VLB, Boréal, qui était représenté par Mélanie Vincelette, au Marchand de Feuilles, Le Cartanier, Éric de la Rochelière, il y avait comme Alto, avec Antoine Tanguay, et là, j'en oublie, Ta mère parmi les plus jeunes, avec Maxime Nadeau, je voudrais pas oublier personne, Héliotrope, etc. J'en oublie certainement qui avait déjà 10 à 20 ou 15-20 ans d'existence qui était dans le portrait. Ça m'avait enthousiasmé. C'est ce qui m'avait donné l'idée c'est ce qui m'avait comme donné l'autorisation pour faire de l'édition à moi-même. Alors, j'avais comme un portrait en miroir, là, de cette possibilité-là pour ma génération et pour moi de devenir éditrice ou directrice littéraire ou de pratiquer l'édition. Mais comme je pense que j'avais cette idée qu'il fallait être une excellente femme d'affaires. J'avais cette idée comme femme qu'il fallait aussi être hyper préparée, hyper compétente, cumuler énormément de compétences, de savoir-faire, d'expérience, etc. Et je me suis fait pousser un petit peu par toutes sortes de personnes. Puis bon, on parle de justement les auteurs et les autrices, dont Sophie Bienvenue, Patrick Nicole, etc. Les Turcotte qui m'ont dit, bon, ben, fonde ta maison d'édition. Puis c'est comme vraiment sous le coup de cet élan que j'ai osé le faire, tout en travaillant ailleurs. Donc là, je suis arrivée en me disant, cette fois-ci, je suis pas la patronne, mais je suis libre et avec beaucoup de contraintes, mais c'est vraiment une occasion de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de promouvoir ou de mettre au monde comme littérature? Qui j'ai envie d'accompagner? Qui j'ai envie de porter vers les lecteurs et les lectrices et pourquoi. Fait que forcément, à partir de ce moment-là, il faut se poser toutes ces questions-là. Je dirais que la première idée, qui était aussi celle de la mèche, c'est l'importance du catalogue. C'est-à-dire de découvrir. Je constate que les éditeurs ou les éditrices littéraires sont des chercheurs ou des chercheuses de trésors. Alors, il y a cette découverte de nouvelles voix inédites ou de nouvelles écritures qui annoncent ou préfigurent ce qu'on a tous, qui est dans l'air du temps, et puis qui n'est pas encore dit, puis qui est nécessaire, puis qui doit être lu ou qui doit être donné à tout le monde sans que personne s'en attende. Alors, il y a vraiment ce caractère-là de faire entendre des nouvelles voix, de porter des nouvelles paroles, des nouveaux styles, des nouvelles écritures, de témoigner de ce qui se passe, tu sais, dans les sociétés puis dans les littératures, mais pas seulement comme un symptôme, là, tu sais, pas comme à la Michel Houellebecq, là, le symptôme de la réaction du mouvement conservateur en France ou d'une certaine littérature, puis de découvrir des formes nouvelles aussi, des nouvelles façons de faire. Alors, il y avait ça. À l'époque, pour nous définir, je disais, on est plus POL que minuit. C'est-à-dire qu'on ne se situe pas dans une école de genre ou une école stylistique ou un axe qui est très précis. C'est sûr qu'il y avait des caractéristiques au Cheval Doux comme l'amour du storytelling, l'amour des voix, des littératures émergentes. C'était d'abord de la fiction, c'était du roman, des nouvelles, du récit. Alors, il y avait déjà cette volonté-là de porter ça. Alors ça, c'était cet amour du catalogue, de publier très peu de titres et puis d'arriver avec des choses qui avaient besoin de naître et puis qui n'avaient pas nécessairement de place ailleurs, ce qui était déjà mon envie à la mèche. Des livres qui n'étaient pas faits nulle part, parce qu'il y a vraiment, à partir du moment où tu veux fonder une maison d'édition, il faut tout de même que tu penses que tu te réunis autour d'une communauté, que ce soit de voix ou de style, puis que tu publies ou que tu édites des choses qui n'existent pas encore puis qui devraient exister pour toutes sortes de raisons. Des raisons politiques, des raisons sociales, des raisons esthétiques, des raisons de communauté. Donc, il y avait ça. Donc, il y a eu ça au Cheval Doux.
cette politique de catalogue très exigeante avec peu de titres. Et il y avait une deuxième caractéristique, c'est beaucoup. Moi, je suis une ancienne punk, faut bien le dire. J'ai l'âge de Virginie Despentes puis de Martine Delvaux. Donc, j'ai vécu dans une esthétique culturelle de la marge. Je suis de la génération X. Alors, on a été des gens qui ont payé pour travailler, qui n'ont pas pu rien faire. Moi, j'ai travaillé comme journaliste culturelle pendant très longtemps à Québec, à Télé-Québec, à Radio-Canada. J'ai fait de la presse écrite, de la presse culturelle. À Montréal, j'ai travaillé avec Michel Vizina, tu sais, pour voir, voyons... L'autre, bon, ça m'échappe pour l'instant, c'est fou. Mais bon, j'ai fait ça pendant beaucoup de temps. J'ai couvert la culture. Puis j'avais envie d'exister, pas dans une certaine marge, mais ni de parler de contre-culture parce que ça aurait été anachronique, mais de faire sortir des gens, de faire écrire des gens. De faire écrire des personnes qui n'étaient pas issues ou qui émanaient pas de l'institution. Là, quand je parle de l'institution, vous vous rendez bien compte que je parle de l'université. Je parle des facultés de littérature, je parle de ces gens qui ne sont pas nécessairement des fois des littéraires ou qui viennent d'un ensemble d'espaces qui sont dits de la diversité ou plus défavorisés ou etc., ou des femmes. Je me rappelle très bien quand j'avais édité Michaela Nicole, qui était une petite Françoise Sagan qui avait 22 ans. Quand j'ai édité Les filles bleues de l'été, je m'étais fait dire par deux hommes très sérieux qui m'avaient dit « Voyons, on publie pas des livres à 22 ans, là. Par la littérature, c'est pas une histoire de rockstar. » Puis là, j'avais dit « Ah, mais pourquoi? » T'sais, pourquoi, justement? T'sais? Il y avait cette idée de brasser un peu les choses puis d'entendre les voix de ceux qu'on n'entendait pas, ou d'entendre différents propos. Puis ça, c'est évidemment quelque chose qui s'est raffiné avec le temps, puis qui s'est, je dirais même, amplifié, ce caractère engagé-là, par la force des choses, pour toutes sortes de raisons. Mais au fur et à mesure que le catalogue s'est constitué, moi, je suis sortie de ma vision un peu universitaire, pas structuraliste, que je pensais qu'il était complètement déconstruite, puis bon, d'une culture ou d'une littérature, d'une édition un peu dominante. Puis plus j'avance dans les années, puis plus je vois que ça se déconstruit. Fait que chaque personne que je publie me brasse dans mes convictions, me fait vaciller, me fait revoir mes présupposés. Et puis mes présupposés qui soient culturels, esthétiques ou sociopolitiques. Alors, à chaque fois, on est obligé de changer puis d'avancer. Puis c'est toujours comme ça que ça avance un peu. Fait que je dirais même que le caractère un peu engagé, un peu engagé du cheval doux s'est accentué avec les années. Là, je dirais, c'est généralement pas nécessairement toujours des militants ou des militantes, mais en général des alliés, des gens qui ont une réflexion politique et de classe, de féministes intersectionnels. Donc, il y a cet accueil-là qui est fait. Puis ça c'est pas... je me compare pas, par exemple, à Remis Ménage, dont la mission est une mission de féministes intersectionnels, mais il y a ces enjeux, je dirais, de communauté et de justice sociale qui se sont augmentés avec les années. Et là, avec la mouvance de MeToo, puis l'horrible, moi, ça a été pire, le MeToo dans le milieu littéraire que peut-être même la pandémie, en ce qui me concerne. Cette déconstruction-là, on vient de le dire, on est le 3 juin, là, c'est la loi de 35, les écrivains et les écrivaines sont officiellement, et les autoristes officiellement admis, intronisés en tant qu'artistes, sont reconnus pour le statut de l'artiste aujourd'hui. Alors, il y a eu beaucoup de bouleversements qui ont fait que c'est devenu de plus en plus essentiel de penser la forme, de penser les littératures dans la perspective d'une vie littéraire et d'une communauté, moins de la marge d'où je viens. Et puis ça, c'est devenu important, puis ça apporte beaucoup de gens. Ça apporte beaucoup de gens intéressants, puis qui font des choses intéressantes. Alors ça, c'est très important. Dans les valeurs, peut-être que je finirais avec l'accompagnement. Bien sûr que j'ai fait vœu de pauvreté, là, ça a été très difficile. C'est une vie qui est très difficile physiquement, puis intellectuellement, puis psychiquement, la vie d'éditrice indépendante. Il y a comme un aspect de vocation, mais je pense pas que je vais pouvoir durer ou faire ça très longtemps. Là. Je veux que les gens le sachent,
que c'est difficile. Je veux que les gens sachent que c'est comme... Il y a un aspect de précarité qui est hyper important dans ce métier-là. Et moi, j'ai cette réflexion depuis les débuts d'essayer de vouloir comment faire avec mon équipe pour à chacun de mes collaborateurs ou chacune de mes collaboratrices de voir comment on peut accompagner des gens qui n'auraient pas nécessairement accès aux littératures ou au milieu. Et ça prend diverses formes qui sont extrêmement très concrètes. C'est le genre de récits ou de livres que je vais favoriser, que je vais décider d'éditer. Ça, c'est des choix. Il y a des livres qui sont déclinés, qui sont très, très beaux au Cheval Doux. Ces livres-là sont publiés ailleurs et c'est très bien. Mais ceux qu'on désire mettre en lumière, il y a un accompagnement avec ça. Il y a un accompagnement pour des personnes qui ne parlent pas nécessairement, dont le français n'est pas nécessairement la langue maternelle depuis leur naissance, qui sont pas ici, qui proviennent d'un milieu socialement plus difficile, qui n'émanent pas des études littéraires, qui ne savent pas remplir une demande de bourse. Alors nous, on est une gang de femmes ou de personnes de la diversité des orientations sexuelles, pour ne pas les nommer, qui ont de très bonnes et belles formations littéraires et qui prenons cette rigueur-là pour faire de l'accompagnement, que ce soit dans la demande de bourse, que ce soit dans le travail d'édition littéraire. On travaille vraiment avec des gens que moi j'admire énormément, qui sont souvent aussi des écrivains ou des écrivaines, et on aide là où on peut, à la mesure de nos moyens, pas là où on peut, mais là où on pense que c'est important aussi, pour comme forcer... traverser le plafond de verre des institutions, justement, puis forcer cet accès-là et entrer les gens aussi, comme favoriser l'entrée de ces gens-là dans des communautés littéraires, des personnes dans notre catalogue qui nous font entrer à notre tour dans d'autres communautés. C'est un aspect qui a pris de plus en plus d'importance, puis il y a une grande rigueur aussi, puis je pense que notre travail se caractérise par un travail d'accompagnement, de bienveillance, mais aussi, je pense, un certain goût. Esthétiquement, je crois que les livres du Cheval Doux, moi j'ai une formation en histoire de l'art, je travaille avec des photographes, des artistes, avec des infographistes ou des directeurs artistiques qui sont vraiment des gens reconnus dans le milieu, comme David Turgeon ou Jolet Masson, par exemple, ou avec des gens que je voudrais tous nommer ici, mais qui proviennent d'horizons littéraires différents, puis qui ont une contribution qui est très littéraire à chaque fois qu'on fait un livre, à toutes les étapes de ce livre-là. Puis ensuite, cette contribution-là se poursuit aussi quand il faut aller porter les gens dans le monde. Puis ça va jusqu'au bout de la chaîne avec les libraires ou les gens qui sont des journalistes alliés ou intéressés ou d'autres éditeurs à l'international là-dedans. Donc, j'aimerais revenir un instant sur votre formation. Donc, au moment de vous lancer en édition, vous aviez déjà donc une formation en études littéraires, un bagage professionnel aussi considérable dans le monde de l'édition. Mais vous décidez tout de même donc de bonifier votre formation en suivant le programme de deuxième cycle en édition à l'Université de Sherbrooke, à Longueuil, au campus de Longueuil. Donc, qu'est-ce que vous souhaitiez acquérir là, comme compétences? Puis, comment vous croyez que ce programme-là a profité vous a profité donc par la suite dans votre parcours là, d'éditrice? Mais je ne veux pas être scolaire, là, mais ce qui s'est passé avec le DES à l'Université de Sherbrooke, c'est hyper important parce que c'était incontournable. Je veux dire, c'était dans l'air du temps, le fruit était mûr, il fallait qu'il tombe de l'arbre. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a eu à la fois une professionnalisation du milieu de la littérature et un décloisonnement. Parce que la plupart des gens, là, je pars dans l'abstrait pour comme faire comprendre ma situation historique dans la chaîne, parce que c'est une chaîne, là, tout ça. C'est une chaîne du livre, puis c'est une chaîne de succession de moments éditoriaux et professionnels des littératures québécoises. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'au début, il y a eu ces moments de la construction de la littérature nationale avec des gens qui étaient issus
issus des littératures. Puis là, ce qu'on veut dire, c'est qu'on parlait de professeurs, d'universitaires, souvent des hommes, de praticiens, c'est-à-dire d'écrivains ou d'écrivaines eux-mêmes qui lançaient des maisons d'édition, et ou de gens qui se formaient, qui étaient soit des enfants de Laval, soit des fils ou des filles d'héritiers ou d'héritières, de grands groupes déjà constitués, ou soit des gens qui apprenaient sur le tas par intérêt, mais qui provenaient quand même de ce milieu libéral, de la classe moyenne montante, avec le nationalisme des bourgeois. Donc, il y a ça. Tu sais, je viens de relire Les mots des autres de Victor Lévy-Beaulieu, puis c'est vraiment ça. Puis il y avait cette espèce de constitution des petites maisons de la littérature, des maisons d'édition dans les années 60-70, qui étaient comme Le Jour, l'Aurore, tout ça, qui était récupéré par des grands groupes. Ces gens-là tiraient le diable par la queue, puis ont constitué nos littératures, puis l'identité de la littérature nationale dans un premier temps. Puis là, il y a eu plein d'autres temps, d'une manière, beaucoup dans la précarité aussi. Puis là, il y a eu l'époque des grands groupes, des conglomérats, ou avec des fonds constitués, comme VLB, comme le Boréal et tout ça. Puis là, il y a eu comme une espèce de cul-de-sac générationnel où il y avait comme pas de place pour peut-être quelques nouvelles cohortes dans ces maisons-là, d'un accès non pas seulement à la publication, mais peut-être à des postes. Et des postes dans ces dites maisons-là qui ont une capacité d'accueil, somme toute, limitée au bout d'un certain moment. Et puis, un accès aussi générationnel, c'est-à-dire qui parce que, évidemment que la littérature se constitue par cohorte, là. Il y en a d'autres après moi, puis il faut penser à la transmission et tout ça. Donc, moi, quand je suis arrivée dans le milieu littéraire, je voulais être éditrice parce que le métier de journaliste m'a appris que je préférais travailler dans les coulisses. J'avais fait des milliers d'entrevues, des milliers, il faut pas exagérer, des centaines. J'avais une certaine idée de ce que j'aimais en littérature, de ce qui voulait venir au monde, puis je voulais contribuer à la compagnie, puis la mettre au jour, celle-là. Donc, déjà, j'avais dans le journalisme une approche qui était quand même éditoriale, de chef de pupitre, etc., où j'ai travaillé. Alors, je passais le mot, puis je pense que c'est Stanley Péan, à l'époque, là, ça remonte à longtemps, qui me présentait Hélène de Rome. Alors, quand j'ai fait mes premières armes comme directrice littéraire, bien entendu, avant de devenir responsable de secteur, c'est comme ça que ça se passe dans le monde d'édition, où je m'occupais du secteur adulte, puis ensuite, j'ai créé la division de la Mèche croyant sécuriser un certain corpus, un certain catalogue. Et tout ça, ça faisait que j'avais accès à certains aspects seulement du métier. Du métier qui est fait de différents... qui est une chaîne du livre, qui est fait de différents acteurs qui ont différentes missions. Puis c'est super important, à un moment donné, d'avoir une vue d'ensemble puis de comprendre ses fondamentaux. Puis c'est cette information-là qui donne un pouvoir puis un regard d'ensemble sur tous les enjeux d'un milieu, parce que c'en est un. Et je pense que cette professionnalisation-là a été indispensable. Parce qu'à partir du moment où tu sors d'une dynamique de petite maison, où que les gens veulent exercer ça comme un métier puis que ça devient pas juste une vocation, il faut que tu ailles te chercher... même si tu es formé, des outils. Moi, c'est dans cette perspective-là, vraiment, que j'ai vu ma formation DES. Moi, je suis pas allée faire direction littéraire ou accompagnement ou gestion d'un projet littéraire ou de la chaîne de production, des choses que je connaissais bien, évidemment. Je suis allée prendre mes cours sur le droit d'auteur, sur la diffusion et commercialisation. Alors, tous ces petits aspects-là de comment ça se passe, la diffusion, la commercialisation en librairie, etc. Je suis allée chercher un peu à la carte ce qui me manquait pour de passer de directrice littéraire à éditrice complète, en quelque sorte. C'est sûr que j'ai toujours été effrayée jusqu'au bout par le cours de comptabilité, puis que je ne l'ai jamais pris. Mais là, j'ai été obligée de le faire dernièrement. Et puis bon, donc, il y a tout ça. Ça a été un premier temps. Ce que je trouve qui est important aussi avec ce programme-là, c'est que c'est un programme qui a permis à tous les étudiants qui venaient pas de littérature ou des programmes de littérature du Québec ou du milieu, de se dire, moi, j'adore les livres, j'adore lire, je suis hyper intéressée, je vais suivre cette formation-là, ou même sans expérience, et d'aller voir ce que c'est comme portrait de communauté, ou qu'est-ce que ça constitue comme
quel ensemble de savoir-faire puis de métiers ça représente. Parce que tu peux, à ce moment-là, décider, comme quand tu fais des études en cinéma, de savoir elle est où ta place. Elle est où ta contribution dans ce métier-là? Comment tu vas l'exercer? Est-ce que tu veux créer, commander, concevoir? Est-ce que tu veux produire? Est-ce que tu veux fabriquer? Est-ce que tu veux transmettre? Est-ce que tu veux animer? Est-ce que tu veux être un passeur? Est-ce que tu veux diffuser? Donc là, on vient de parler de l'éditeur à la personne responsable des communications, au libraire, en passant par le diffuseur ou le représentant. Il y a toutes sortes de personnes. Il y a toutes sortes de personnes qui œuvrent dans le milieu littéraire, qui constituent... C'est pour ça que ça constitue un milieu, un métier, puis une littérature. Puis c'est pour ça que je parle d'un décloisonnement. C'est-à-dire que à partir du moment où existe une formation professionnelle pour constituer des corps de métier, il y a une démocratisation d'un milieu. Puis là, tu vas générer une nouvelle façon de faire puis des nouvelles littératures. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Puis il fallait prendre ce virage-là. Moi, je le trouve politiquement, socialement, pour tu sais, le métier d'éditeur hyper important au Québec. On avait besoin de ça, là, Dieu merci. Puis c'est ce qu'on voit, c'est que dans le milieu, il nous arrive des gens qui viennent d'ailleurs. C'est plus... Bon, alors les gens sont plus professionnels, puis c'est plus un vase clos ou un cercle fermé qui est constitué de professeurs ou de littéraires. Et puis ça va faire... plus on va avancer, qu'on va voir ce que ça va donner, ça va être extraordinaire comme contribution, là. Mais elle était nécessaire. Est-ce que c'est bien différent, selon vous, pour les femmes d'aujourd'hui? Donc, vous en avez touché un mot, mais est-ce que c'est différent aujourd'hui pour les femmes de devenir éditrices par rapport à il y a une quinzaine d'années, alors que vous faisiez vous-même votre entrée dans le milieu? Ça, ça revient à... Ça va boucler deux questions, là, qui étaient celles... à quoi aspirez-vous, là? De quoi rêvez-vous pour la suite? De quoi êtes-vous le plus fier? Puis est-ce que c'est différent depuis 15 ans? Alors vous avez peut-être 15-20 ans de moins que moi. C'est sûr que il y a 15 ans, être éditrice, c'était pas la même chose. Il y a beaucoup plus de... En fait, commençons par dire que dans le milieu des littératures, il y a toujours eu plus de femmes que d'hommes. Mais ces femmes-là, essentiellement, ou ces personnes non-binaires ou n'importe quoi, étaient des personnes qui étaient dans le soin. C'est des personnes qui tiennent à bout de bras le milieu, c'est-à-dire qui, pour des salaires extrêmement bas, accompagnent et font que le livre, les littératures québécoises existent puis sont possibles avec des salaires extrêmement précaires, qui sont dans l'accompagnement, qui sont dans l'aide. Ils peuvent occuper des postes clés, qui peuvent être des postes importants dans différentes maisons, mais c'est rarement les patronnes. Moi, je préférerais dire les leaders ou des personnes s'occupant de gouvernance. C'est sûr qu'il y a un prix à payer pour devenir éditrice indépendante comme je le suis devenue. Puis j'aimerais qu'on pense à ce que ça en coûte de faire de la gouvernance au féminin ou en faisant de la gouvernance en étant issu de diverses diversités, là, ou de diverses que ce soit les personnes minorisées, là, je veux vraiment inclure ça là-dedans parce que je pense pas que c'est très valorisé encore. Je pense pas qu'on comprenne que à quel point ça s'accompagne de mouvements sociaux puis de changements dans les façons de faire et dans les façons de penser dans le milieu. Et ça, c'est beaucoup encore des femmes qui le prennent en charge. Ces transformations-là, que ce soit des transformations organisationnelles de structure, que ce soit des transformations comme celle qui a provoqué le mouvement MeToo dans le milieu littéraire, de hiérarchisation, de façon de faire, de façon de travailler, c'est beaucoup les femmes qui les transmettent tout ça. Mais les femmes sont peu respectées en tant que dans leur gouvernance et dans leur leadership. C'est pas quelque chose qui est valorisé. Moi, je viens d'écouter de balado sur Michel Brûlé d'India Desjardins dernièrement. Mon Dieu, c'est comme... On a ces histoires, ces récits d'éditeurs qui sont des génies du marketing ou des génies commerciaux qui ont fait beaucoup d'argent puis qui ont comme fait naître ou fait connaître plein de gens, qui ont des gros succès. Ça, c'est quelque chose qui est très valorisé, qui est très élaboré. Mais la gouvernance des femmes ou des personnes minorisées dans nos maisons, elle reste encore à faire.
Il faudrait que le milieu littéraire arrête de considérer les femmes ou les personnes de la diversité ou des minorisées dans le milieu comme des mamans qui sont là pour comme éponger tout ce qui dépasse, puis pour donner sans fin, puis qu'on valorise ce leadership-là, puis qu'on considère aussi, mais je pense que ça, c'est dans une perspective qui est plus générale aussi. Il faudrait qu'on arrête de voir les éditrices et les éditeurs comme des commerçants ou des artisans ou des artisanes avec des savoir-faire ou des gens qui impriment des livres pour les voir comme des citoyens et des citoyennes et des gens avec une responsabilité civique et politique à portée sociale dans ces changements-là, puis que ces personnes-là, ces femmes-là, soient soutenues, ce qui est un grand angle mort, soit dit en passant, du Conseil des arts du Canada, pour ne pas le nommer, et de la SODEC, même si ces fonctionnaires-là, je les aime beaucoup, et que quand tu soutiens seulement les artistes, ou quand tu soutiens seulement de manière en abordant les éditeurs sous l'angle socio-économique, de leur donner des possibilités en termes de technologie, d'outils, de développement. Il y a tout un aspect civique ou un aspect social qui est pas comme bien pris en compte. Parce que si les femmes qui font de l'édition, les personnes minorisées qui font de l'édition, elles le font toujours dans des conditions précaires, comment vont-elles pouvoir donner du pouvoir, de l'ascendant, de la légitimité aux personnes qu'elles accompagnent? Puis c'est souvent ça. Donc moi, ça fait 10 ans que je suis dans le métier. On me compare à des gens qui sont, par exemple, à la subvention fonctionnement. On exige de moi les mêmes choses. C'est pas du tout pareil, là. Il faut faire attention à ce genre de choses-là. Je pense que c'est un angle mort. Je pense je pense que les éditrices, les nouveaux éditeurs, les éditoristes soient accompagnés dans leur démarche d'une manière qui est pas seulement commerciale ou je dirais une aide. Donc, pas d'écrivaine, pas d'autoriste, pas d'écrivain fort, pas de catalogue fort, pas de maison qui dure. Pas de maison qui dure, qui se transmet aussi sans éditeurs ou éditrices forts et fortes. Et puis, c'est pour ça que je vous dirais, en terminant, que la chose la plus fière, dont je suis la plus fière, c'est d'avoir duré malgré tout, de réussir à me perpétuer, parce que là, je suis dans un moment de ma vie qui est super excitant, c'est-à-dire que pour la première fois, je travaille avec d'autres éditrices avec Kev Renaud et avec Amy Verrette. Et en plus de cette équipe de collaborateurs hyper précieux et précieuses qui est autour de moi, puis que là, je sens que je suis dans un moment de transmission, de legacy, comme on dit, parce qu'il faut que les choses changent toujours. Puis les maisons d'édition ne doivent pas, à mon avis, être le lieu d'une seule cohorte ou d'un seul temps. C'est sûr que c'est quelque chose de fréquent en culture, là, qu'on existe en termes un peu manifestes. Mais je voudrais que le cheval doux dure et qu'il se transmette et qu'il constitue un horizon, comme ça s'est produit aux Herbes Rouges ou chez Remue Ménage ou par exemple dans d'autres maisons, et puis qu'on s'amuse en puissance. Je pense qu'il y aurait beaucoup aussi d'études à faire et de recommandations à donner, de groupes associatifs à constituer pour les éditrices et les éditoristes pour parler de ces enjeux-là qui se dessinent dans l'avenir, dans l'horizon. C'est ce que j'espère de tous mes vœux. Moi, je voudrais être moins dans la survie et dans la production dans les prochaines années pour me consacrer davantage à ma vie associative puis ma vie de citoyenne, à ma vie littéraire. Puis c'est ce que les personnes qui vont prendre le relais de certaines choses que je fais vont pouvoir assurer. Donc, on verra. J'ai super hâte de voir ce que vous allez faire aussi. Tous ceux qui s'en viennent ou toutes celles qui s'en viennent. Geneviève Thibault, merci pour cette inspirante discussion dans laquelle vous avez démystifié un pan du devenir éditrice. Avant de se quitter, on aime bien inviter donc les visiteuses ou les visiteurs à signer le livre d'or du GRELC en nous livrant une phrase ou une citation qui, pour vous, résume votre conception là, de la littérature. Donc, les mots de la fin sont les vôtres. OK, alors ça va être une petite citation de 3 phrases d'Annie Dillard en français.
une grande écrivaine américaine qui dit que la littérature ou écrire, c'est la vie à son plus haut degré de liberté si tu as la chance de pouvoir essayer. Car tu choisis tes matériaux, tu inventes ton projet et tu te donnes ton propre rythme. En démocratie, tu peux même écrire et publier tout ce que tu veux sur n'importe quel gouvernement ou institution, même si ce que tu écris est manifestement faux. Merci beaucoup. Merci. Cette série de balados est réalisée en collaboration avec l'École de musique de l'Université de Sherbrooke. La captation a été réalisée par Ismaël Chagnon et l'indicatif musical a été composé par Valérie Lambert-Fréchette.